Mais d'abord, le jour 2 de cette nouvelle campagne. Après le Nord, Emmanuel Macron était en Alsace et Marine Le Pen devant la presse. Sandra Cerquera. De ville en ville, au pas de course, Emmanuel Macron bat la campagne de cet entre-deux tours sans relâche. Avant de se rendre à Strasbourg pour un meeting en plein air sur l'Europe, le président candidat commence son déplacement dans le Grand Est par un bain de foule, à la rencontre des personnels soignants à Mulhouse, ville symbole de la crise Covid. Donnez-nous les moyens de sauver, de soigner les gens dans le respect. Ils souffrent. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge tous. Donnez-nous les moyens, ouvrez des lits. Emmanuel Macron promet de remédicaliser l'hôpital et défend son bilan. L'hôpital, on a revalorisé les salaires entre 183 et 400 euros par mois. C'est du jamais vu dans l'histoire, c'est du jamais vu. C'était même pas ce qui était défendu 6 mois plus tôt. Alors qu'on a fait ça, on voit bien que c'est pas assez. Emmanuel Macron a adressé un nouveau tacle à sa concurrente dans cet entre-deux tours en l'accusant de vouloir quitter l'Europe, sans plus oser le dire. Le duel à distance se poursuit. Dans l'heure à Vernon, Marine Le Pen donne une conférence de presse pour parler démocratie et se dit favorable à un septennat non renouvelable et à l'usage du référendum. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple. Les électeurs disposeront des moyens de faire prévaloir leur volonté sur celle des élus. Rendre leur pays aux Français, c'est aussi leur rendre leur pouvoir d'adopter ou de rejeter les textes votés par leurs représentants. Comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en quête des voix des électeurs de gauche, a prôné une nouvelle fois son projet social, avec le maintien de la retraite à 62 ans. Qui donne le tempo de ce début de campagne? On en débat tout de suite avec mes invités. Alexia Germont, bonsoir. Bonsoir. Présidente du cercle de réflexion France Audacieuse. Mathieu Souquier, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, essayiste, auteur avec Damien Fleureau de 2022, La flambée populiste. C'est publié chez Plomb et on peut dire qu'il y a une flambée populiste pour ce premier tour. On pourra y revenir. Pablo Pio-Vivien, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Responsable éditorial de la revue Regard. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. À chaque journée, son match en quelque sorte. C'est ça une campagne de second tour. Emmanuel Macron en Alsace, on l'a vu, qui parle notamment des carabistouilles de son adversaire sur l'Europe. Et puis Marine Le Pen qui donne cette conférence de presse sur les institutions. Alexia, alors qu'on a un son d'ambiance de Marine Le Pen. Alexia Germont, qui pour vous a marqué les esprits aujourd'hui ? Écoutez, je trouve que pour l'instant, c'est trop tôt pour pouvoir dire réellement, parce qu'on a deux styles de campagne totalement différents. On a un président candidat qui rentre dans l'arène en donnant avec toujours l'emphase qu'on lui connaît, qui donne tout parce qu'il a très peu de temps pour un match qui s'annonce plus que serré et plus que dangereux. On a une Marine Le Pen qui déroule sa campagne de façon très cadrée, mine de rien, et toujours de façon très ronde, sans rupture, et en arrivant à maintenir le cap, tout en allant sur des sujets qui sont des sujets qui parlent aux Français. Aller aujourd'hui à Vernon sur la démocratie, c'est une façon pour elle, qui est détournée, d'arriver à parler de son référendum, y compris avec la question de la préférence nationale, sans aller franco sur la question de la préférence nationale non plus. Donc, où elle l'enrobe dans une thématique plus générale. Dans une thématique toujours plus générale. Après, ce que je trouve très intéressant dans la façon dont Emmanuel Macron démarre cette campagne, c'est qu'en fait, il va vraiment au contact. Et qu'on a là des moments, alors que pour le premier tour, on se souvient des débats figés, orchestrés, qui ne correspondaient pas à ce qu'attendaient forcément les Français. Et là, ça donne lieu, y compris, à des images qui sont des images parfois un peu revenantes. Il est vraiment interpellé, il est à hauteur de Mais c'est ce qui est attendu. Mathieu Souquier, c'est intéressant si on compare les entrées en campagne, puisque c'est un match retour en quelque sorte, 2017 et 2022. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'elles sont à front renversé ou en décalque, si on se souvient d'une entrée en campagne d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, un peu tranquille comme ça, et peut-être trop tranquille. Alors, il y a de cela. Il y a une semaine, encore une fois, on se plaignait
d'avoir une élection présidentielle sans campagne, sans débat, sans enjeu et même sans suspense. En fait, on est passé dans un autre monde en quelques jours. La campagne est là. Et on a deux quasiment belligérants, en fait. On voit bien que le ton monte. Et le ton monte parce que les enjeux sont là et que le suspense, en réalité, est là. Même si on n'a pour l'instant aucun sondage qui nous donne Marine Le Pen à l'Élysée, on voit bien que tous les sondages nous disent qu'il y a un écart qui s'est réduit considérablement. C'est même tout le paradoxe, en fait, de cette élection. On a un Emmanuel Macron qui a élargi sa base au premier tour. Il fait mieux qu'il y a 5 ans. Il est redoublant, il est revenant et il est en quelque sorte un survivant parce qu'il est encore là et il fait mieux qu'il y a 5 ans. Mais au deuxième tour, s'il a réussi à élargir sa base au premier tour, on voit bien que d'après les sondages, sa base, en revanche, de deuxième tour, s'est considérablement rétrécie. Sa capacité de rassemblement n'est plus du tout la même qu'il y a 5 ans. C'est pas totalement illogique, il est le sortant. Donc déjà, avoir un match retour, avoir une revanche, c'est quelque chose d'inédit. Depuis Giscard Mitterrand, on n'a pas eu de match retour. Parce qu'en général, l'opinion veut de la nouveauté. Donc l'opinion change en général au moins un des deux finalistes. Là, on a un match retour, et c'est d'autant plus étonnant que, encore une fois, Emmanuel Macron, en tant que président sortant, a été quand même plutôt essoré par un quinquennat difficile. En tout cas, ça a été une succession de crises qui auraient dû l'essorer et qui, paradoxalement, l'ont un peu sauvé. Mais Marine Le Pen elle-même a en fait subi un quinquennat un peu difficile. On se souvient que depuis 2017, c'est une sorte de course d'obstacles. De 2017 à 2019, souvenons-nous que Marine Le Pen est 10 points en dessous de son étiage habituel, qu'elle ne se remet en selle qu'à la faveur du mouvement des Gilets jaunes et qu'en dépit de cela, le RN passe à côté de toutes les élections intermédiaires. Ouais. Donc on n'imaginait pas qu'elle était en dynamique, on n'imaginait pas non plus qu'Emmanuel Macron puisse l'être, et pourtant, ils sont là et au coude à coude. Alors, on ne va pas refaire l'analyse du premier tour, parce qu'on l'a beaucoup fait dès dimanche soir, hier aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que ce qui avait imprimé pour Marine Le Pen l'opinion, le débat entre les deux tours, ou pour Jean-Luc Mélenchon, cette sortie lors de la perquisition au siège de son parti, finalement, ça a été en partie gommé par le temps, puisqu'ils ont l'un et l'autre fait des scores très, très, très élevés dans l'opinion. Mais je ne voudrais pas lancer ce thème-là, Pablo, puis Vivien, sur un Emmanuel Macron, finalement, on a l'impression qu'il retrouve un exercice qui lui convient pas mal, quoi, là, depuis 2 jours. Mais c'est parce qu'il y a à nouveau un enjeu. Hein. Enfin, je partage ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que pour la campagne du premier tour, il n'y avait absolument aucun enjeu, ou plutôt, c'était comme ça que la Macronie avait considéré le premier tour, c'est-à-dire que de toute façon, il serait au second. Là, tout d'un coup, les sondages, comme le disait Mathieu, ils sont au coude à coude. Donc, ils rentrent en campagne. Après, ce que je trouve intéressant, et c'est là qu'il y a une différence, et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, Alexandra, tout à l'heure. Alexia, avec ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, Marine Le Pen n'a pas besoin, en fait, d'utiliser le vocabulaire de l'extrême droite pour faire comprendre qu'elle est d'extrême droite. Tout le monde sait très bien qu'elle est d'extrême droite. Tout le monde connaît son projet. Enfin, je veux dire, il est ancré dans une histoire qui est très forte et que les Français et les Françaises connaissent. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Lui, on a beaucoup plus de mal, en fait, à identifier ce que c'est que son projet, d'autant plus qu'il est un peu obligé de changer son fusil d'épaule par rapport, on va dire, à la façon dont il a exercé le pouvoir pendant 5 ans, dans la mesure où sa réserve de voix potentielle, ce qui va lui permettre, en fait, de réaccéder à la présidence de la République, c'est précisément les voix de gauche. Donc là, il est un peu en train de louvoyer. Moi, ce que je constate depuis hier, c'est que quand même, il est en train de changer d'avis sur à peu près tous les sujets. Alors la retraite à 65 ans, maintenant c'est à 64 peut-être. Et puis finalement, il voudra bien moduler. C'est pas un changement radical. C'est un tout petit bouger, mais enfin, il met de l'eau dans son vin. Et j'ai peur. Avec la possibilité de passer par un référendum. D'ailleurs, ce sera le thème de notre second débat tout à l'heure. Et j'ai peur en fait qu'on perde de vue qu'on perde de vue. En fait, le problème du projet d'Emmanuel Macron, c'est que on n'arrive toujours pas très bien à en dessiner les contours. Alors, comme il a fait campagne au premier tour, c'est au deuxième qui va commencer, mais j'ai peur que ça soit peut-être un peu trop tard. Un peu court, et on y reviendra évidemment, mais je voudrais qu'on se concentre un peu sur cette entrée en campagne de Marine Le Pen. Laetitia, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on l'a un peu évoqué, mais elle est là. Le mot-clé, c'est peut-être l'apaisement, la candidate de l'apaisement. Oui, c'est un mot qui est revenu d'ailleurs dans la bouche de ses lieutenants. En fait, si vous voulez, on est dans la dernière étape de ce que l'on a tous commenté pendant des années, ce processus de dédiabolisation, de normalisation. Et bien là, Thomas, nous sommes à la dernière étape, et donc c'est une nouvelle Marine Le Pen, rassurante, apaisante, douce, qui se montre avec ses chats. Je dis chat, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de son groupe, de son équipe, on a même théorisé la stratégie du miaou.
Alors, la Fondation Jean Jaurès a donné un autre nom, la stratégie du moelleux. Donc, c'est vraiment cette impression-là, on est dans l'émotion. Hein. On est peut-être dans un deuxième tour, me semble-t-il, où l'émotion va être la plus importante. Et donc, le RN ne lésine pas sur les symboles. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière affiche. On va la voir. On va la voir. Et c'est vrai que on la voit, bras ouverts, dans la posture du président Emmanuel Macron, sans aucune mention ni de son nom ni de son prénom. D'habitude, on savait que Le Pen était abandonné, mais il y avait Marine. Il n'y a plus rien maintenant. Donc, on est dans la suite logique de l'affiche de la rentrée. Rappelez-vous une Marine Le Pen bucolique, un peu qui souriait béatement en regardant le ciel sur ce fond vert, Liberté chérie. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas dit entre les deux tours, on va complètement changer l'image. C'est juste la suite et la fin. Et c'est quoi l'objectif ? Faire oublier tous les traits caractéristiques et l'histoire du Front National, puis du Rassemblement National. Bien sûr, les dérapages du père, mais aussi la radicalité des mesures de son programme de 2022. La violence des mots. Finalement, Marine Le Pen mise tout sur cette stratégie du miaou. Et donc, ces lieutenants, vous avez raison Thomas, sont là pour le rappeler et pour marteler. On va les entendre, ces mots, pendant 15 jours. Donc, autant s'y habituer tout de suite ce matin. C'était par exemple Sébastien Chenu sur RTL. Les Français voudraient et veulent, je crois, un chef de l'État qui soit bienveillant, attentif, respectueux. Si tous ces Français pensent que ils peuvent se rassembler autour d'une candidate qui les protège, eh bien alors, ils sont les bienvenus plutôt que de repartir avec ce candidat de la brutalité. Voilà, vous voyez, la stratégie, elle est assez simple à comprendre. Ils inversent totalement le système de valeurs. C'est-à-dire que celui qui est brutal, violent, qui dynamite la société, ce n'est pas le Front National, ce n'est pas le Rassemblement National, ce n'est pas Marine Le Pen, mais c'est Emmanuel Macron. Et donc, cet inversement et cette mécanique comme ça inverse, il faut quand même la marteler pour qu'elle rentre et pour qu'elle soit acceptée par l'opinion publique. Donc, Jordan Bardella en mettait lui aussi une couche sur France Info. Je dis à tous les Français qui ne veulent pas de cette purge sociale, qui veulent de la protection, qui veulent tout simplement une société apaisée, une société de justice, de faire le choix de Marine Le Pen. Voilà. On a vu ce qu'Emmanuel Macron pouvait faire. Faites confiance à Marine Le Pen pour qu'elle puisse apaiser la société française. Julien Audoul, évidemment. C'est Julien Audoul. Mais Jordan Bardella a dit exactement la même chose. Et c'est vrai que dimanche soir, Julien Audoul, qui était sur le plateau de France Info, a carrément répété 5 fois, Thomas, on peut les compter, le slogan de Fabien Roussel, Marine Le Pen promettra des jours heureux. Donc c'est un grand écart qui frôle le claquage. La question c'est est-ce que finalement, même si on voit ces grosses ficelles, ça va être efficace et cette image d'une Marine Le Pen apaisante va imprimer l'opinion publique, ou est-ce que quand c'est gros, si gros que finalement on a du mal à l'accepter? On a déjà un élément de réponse, en fait. Ça marche, parce qu'effectivement, c'est un narratif qu'ils ont essayé d'imposer depuis déjà un moment, en fait. Marine Le Pen, elle n'est pas entrée en campagne cette semaine. Elle est entrée en campagne il y a 1 an et demi ou à peu près. Donc tous ces traits d'image, elle les a travaillés depuis longtemps. Et les enquêtes de ce point de vue-là sont tout à fait claires. Elle a gagné la bataille de l'image. Toutes les enquêtes le démontrent. Elle est en haut des personnalités politiques préférées des Français. Elle ne fait plus peur. Et on voit même que dans les enquêtes d'opinion, en fait, le rejet d'Emmanuel Macron désormais atteint un niveau équivalent au rejet que pouvait susciter Marine Le Pen antérieurement. Il y a le travail sur le sourire. Je ne voudrais pas faire que ça, mais c'est ce qui m'a frappé dans la conférence de presse cet après-midi. Le sourire omniprésent. Oui, on voit bien que c'est aussi la femme qui montre qu'elle a changé. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a démontré sa capacité de résilience. Mais je crois que pour bien analyser complètement, il faut aussi dire qu'au premier tour, cette image, cette affiche avec femme d'État visait aussi à réparer la question de l'incompétence qui avait été quand même extrêmement présente lors du second tour. Et il est fort à parier quand même que les équipes d'Emmanuel Macron iront sujet par sujet essayer d'aller taper sur la question, de la crédibilité, bien sûr, du programme de Marine Le Pen et de sa capacité elle-même à être une femme d'État. Donc elle s'offre le luxe au second tour d'aller sur les questions de l'apaisement parce qu'elle a traité le sujet
de la crédibilité avec cette première séquence au premier tour et cette affiche femme d'État. Ce que vous dites, c'est théorisé aussi par les spécialistes de la communication. Ça s'appelle l'enjeu de l'étoffe. Qui aura l'étoffe du président, de la présidente de la République? Et ça se joue aussi à ça, un vote de second tour. Est-ce que Emmanuel Macron est plus capable de gouverner la France que Marine Le Pen? Et c'est la vraie question que se posent les Français. Et ça fait le lien avec Sarkozy. Oui, et on peut même se dire, on y viendra, et on peut même se dire que de plus en plus, l'élection présidentielle dans cette 5e République se joue là-dessus, et peut-être de moins en moins sur les programmes. En tout cas, ce sera l'un des enjeux, programme contre programme, Mathieu. Juste un complément, en fait. On voit que la place de la radicalité dans cette campagne n'est plus du tout la même qu'en 2017. En 2017, il y avait une très forte demande de radicalité que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dans des registres évidemment différents, arrivaient à capter. Cette fois-ci, c'est Éric Zemmour qui, à l'automne, a tenté de capter cette demande de radicalité. Il y est parfaitement parvenu pendant quelques temps, mais ça a montré ses limites. Et désormais, plus personne ne revendique en réalité la radicalité. Tout le monde joue la carte de l'apaisement, y compris évidemment Marine Le Pen, car pour devenir président, il faut rassembler. Ouais. Alors, Marine Le Pen qui a réagi à cette formule martelée par Jean-Luc Mélenchon dimanche soir à 4 reprises, pas une voix pour Madame Le Pen. La candidate du RN lui reproche de trahir ses électeurs. Écoutez Marine Le Pen. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon a été pour moi une source de grand étonnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement parce qu'il a été plus dur il y a 5 ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'il ne l'a été en réalité dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel. C'est-à-dire après 5 ans de démonstration par Emmanuel Macron d'une politique violemment antisociale, eh bien il a été plus proche d'Emmanuel Macron dimanche soir qu'il y a 5 ans. Eh bien ça, je pense que c'est une trahison quand même de sa part, de ses électeurs. Oui, parce que ces électeurs, ils attendent de la protection. Pablo Pio-Vivien, la protection, c'est intéressant parce que c'est finalement le mot qu'emploie Marine Le Pen pour caractériser le vote Mélenchon. C'est un peu court, c'est un peu simplificateur. Je pense que c'est un peu court. Mais c'est une dimension. Non, c'est peut-être une dimension, mais je pense que c'est très rapidement brossé de la part de Marine Le Pen. Mais juste la différence, en fait, entre 2017 et 2022 par rapport au discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en 2017, Marine Le Pen n'était pas aux portes du pouvoir. Il n'y avait pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'effectivement, une abstention, et d'ailleurs, ça va être le cas encore aujourd'hui, en 2017, lorsqu'on s'abstenait et qu'on ne votait pas Emmanuel Macron, on n'imaginait pas Marine Le Pen arriver au pouvoir. Là, lorsqu'on va s'abstenir, il y a cette potentialité-là. Donc évidemment, le discours de Jean-Luc Mélenchon, il a changé. Après, juste revenir par rapport à ce que vous disiez, moi je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les Français pour des idiots. C'est pas parce que Marine Le Pen parle de chat et met des vestes roses que les Français imaginent qu'elle est devenue hyper sympa, hyper moelleuse, même si j'entends que c'est la stratégie des cadres du RN et de la communication du RN d'essayer de faire passer ça. Les gens connaissent très bien le programme de Marine Le Pen et je pense que lorsqu'ils votent pour Marine Le Pen, ils votent en conscience et ils votent d'abord. Alors ils votent. Alors il y a deux choses. C'est parce que je pense que la première chose c'est qu'ils votent en conscience. La deuxième chose c'est que, et je pense que c'est caractéristique en fait du premier tour de cette élection présidentielle et ça va peut-être être aussi pour le second tour. C'est le rejet. En fait ils votent par rejet, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus d'Emmanuel Macron et donc du coup ils se précipitent en fait sur ce qui leur semble être l'alternative crédible en fait. Toujours avec la petite réflexion qui l'accompagne parce qu'elle a changé. Et donc ce processus a été efficace. efficace. Les enquêtes démontrent bien que en matière de trait d'image, Marine Le Pen a considérablement lissé les choses. Elle n'incarne plus du tout, elle n'inspire plus du tout la même peur qu'il y a 5 ans. Certes, mais son projet de société, les gens savent toujours qu'il est basé quand même sur la xénophobie et l'islamophobie. Alors, ils le savent. Ils votent alors, ce sont des thèmes qu'elle a pour partie mis en sourdine. Oui, alors justement, ça m'amène la transition sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc cette conférence de presse sur les institutions, ce référendum pour faire entrer le principe de préférence ou de priorité nationale dans la Constitution, ainsi que la primauté du droit français sur le droit international. Il y a aussi cette dimension, Alexia Germont. C'est quoi les conséquences d'une telle réforme? Si on essaye de comprendre ce qui pourrait se passer, c'est une vraie révision constitutionnelle, c'est un éloignement de l'Europe, on pense à ce qui s'est passé en Pologne sur la primauté du droit polonais sur le droit européen, bref, il y a tout ça derrière. Et ça renvoie à ce que disait justement pour le coup le président candidat sur les carabistouilles sur l'Europe.
parce que, évidemment, mis à part la question de la xénophobie et de l'islamophobie dans le programme de Marine Le Pen, que certains contestent d'ailleurs, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est, à mon sens, dirimant, c'est la position par rapport à l'Europe et les positions économiques, qui mettraient vraiment la France dans des positions extrêmement compliquées, y compris sur l'ensemble des marchés. Bon. Donc, une fois qu'on a posé ça, elle revient sur la partie démocratique avec, très curieusement, elle réattaque beaucoup moins sur la partie proportionnelle, qui est pourtant traditionnellement le cheval de bataille, et qui là... Elle l'a dit dans sa conférence de presse. Oui, elle l'a évoqué, mais c'est pas ce qui est venu prioritairement. C'est pas ce qu'elle met prioritairement. Oui. Aujourd'hui, elle raccroche ce que vous disiez très justement quand elle a réémergé au milieu des Gilets jaunes, et donc elle raccroche sur une thématique qui est l'utilisation du référendum. Et en donnant même, dans la façon dont elle exprime les choses, un poids plus fort au référendum en disant, et de cette façon-là, vous pouvez bloquer ce que potentiellement l'Assemblée pourrait être amenée à vous proposer. Donc on voit bien qu'on est dans des logiques institutionnelles et constitutionnelles qui sont très curieuses, parce que ce sont des outils à disposition constitutionnelle qui n'ont pas la même valeur, qui n'ont pas la même utilisation. Est-ce que ça parle aux électeurs, ça, parce que c'est des thématiques peut-être un peu lointaines, on est loin du pouvoir d'achat. Mais la réalité, pour répondre très précisément à votre question, Thomas, c'est que en abordant les questions de préférence nationale, en abordant les questions d'éloignement finalement de l'Europe, elle donne deux signaux. Le premier, c'est moi, avec un référendum, j'évoquerai et je prendrai en compte le sens du vote, contrairement à ce qui s'était passé en 2005. Donc là, elle reboucle la boucle. Et le second point, c'est que c'est une façon détournée de mettre une très grande distance avec ce qui fait les valeurs cardinales, finalement, de l'Europe. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans la stratégie, on n'y est pas arrivé encore, parce que la campagne de second tour arrive, mais Emmanuel Macron devrait, théoriquement, quand même aller taper fort pour exprimer en quoi on met de la distance. Parce que c'est vraiment deux projets qui, pour le coup, sont distincts. De ce point de vue-là, il y en a un qui est pleinement européen et l'autre qui a évidemment, sans le dire, parce qu'autrement elle sait qu'on ne votera pas pour elle, mais sans le dire, elle met une distance constitutionnelle avec les valeurs cardinales de l'Europe. C'est pour ça qu'on parle de, en tout cas ses adversaires, de Frexit caché. L'Europe, ce sera le thème de notre débat thématique avec un représentant des deux finalistes. Mais demain, tout à l'heure, ce sera les retraites au programme. Il y a un côté ping-pong, Mathieu Souquier, dans une journée de campagne d'entre-deux cours. C'est-à-dire que Marine Le Pen, dans sa conférence de presse, évoque l'hypothèse d'un septennat non renouvelable comme le bon temps du présidentiel, on va dire ça comme ça, et quelques minutes plus tard, évidemment, parce qu'ils sont suivis l'une et l'autre par des journalistes, Emmanuel Macron lui répond en disant « septennat, pourquoi pas, mais non renouvelable, c'est au peuple de trancher ». On va avoir ça tous les jours, quoi. C'est un ping-pong permanent. Alors, encore une fois, c'est logique. On est désormais en pleine campagne. Par ailleurs, on disait au début qu'ils étaient à front renversé sur la forme. Ils sont aussi pour partie à front renversé sur le fond. C'est-à-dire que Marine Le Pen, dans sa conférence de presse du jour, dénonçait les dévoiements, en fait, de notre régime démocratique dus à la gouvernance d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est totalement à rebours de la menace qu'a toujours incarnée l'extrême droite sur la question de l'état de droit. Donc c'est assez baroque. Oui, pourquoi est-ce que ce jeu de ping-pong va probablement durer jusqu'à la fin ? Parce que, encore une fois, le suspense est là et que l'électorat est volatile comme jamais. On le disait avant le premier tour et on a pu le mesurer précisément à travers l'écart qu'on a enregistré entre les derniers sondages et les résultats effectifs. Personne n'a dit que les sondeurs s'étaient trompés, parce que les sondeurs ne se sont pas trompés. Les sondeurs ont enregistré la température jusqu'à jeudi ou vendredi, et on a vu que la température dimanche était différente. C'est-à-dire que les sondages font partie désormais intégrante de la campagne présidentielle. Ils sont d'une certaine façon un outil de pilotage de notre propre citoyenneté. C'est-à-dire qu'à la fin, on se détermine aussi non pas en fonction de nos envies, de nos humeurs, de nos intérêts, mais en fonction d'un contexte plus global. Je dirais que c'est pour partie d'ailleurs un progrès en réalité. C'est-à-dire qu'on d'une certaine manière, ils construisent aussi la réalité politique. Oui. Donc là, le biais des sondages dans la construction, voilà,
Oui, ça complexifie. enfin, en réalité, on parle d'électeurs Machiavel, c'est-à-dire qui tient compte des sondages en se disant tiens, puisque les sondages disent ça, je vais voter comme ça. Mais c'est pas du tout du machiavélisme. J'oserais dire que le vote utile est d'une certaine façon un vote intelligent, car il est un vote recontextualisé. C'est pas moi tout seul qui, dans l'isoloir, encore une fois, me détermine en fonction de mes intérêts, de mes humeurs ou de mes envies ou de mes goûts. Je le fais en fonction d'un contexte qui me dépasse. C'est dommage que le contexte soit parfois réduit au sondage. Le contexte, c'est plein d'autres choses. Par exemple, la situation géopolitique internationale, par exemple, le cours du pétrole, les gens combien on paye à... Mais précisément, ça se voit dans les sondages. Et c'est ce qui a permis de mesurer que, par exemple, le contexte international avait définitivement disqualifié un Éric Zemmour. Et que le vote utile a pu jouer, y compris à l'extrême droite. Donc tout ça est tout à fait intéressant. Je l'ai dit en titre, l'un des mots du jour, c'est carabistouille, Laetitia. Emmanuel Macron, il sort comme ça régulièrement des mots un peu alambiqués, un peu anciens. Un peu... Alors ça s'appelle de la communication politique. Vous êtes là pour en parler. Carabistouille, ce n'est pas, je me suis renseignée avant de venir sur le plateau, ce n'est pas dans l'habitude d'Emmanuel Macron en privé de l'utiliser. Donc quand on utilise un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire, ça veut dire que tarabiscoté, ça veut dire qu'il y a un objectif. L'objectif, il est simple. Il est qu'on en parle sur un plateau de décryptage politique. Il est de faire populaire, parce que carabistouille, c'est de l'argot. Tout ce qui finit en ouille, en général, c'est plutôt de l'argot. Ça vient du belge et ça veut dire baliverne. Et donc il le sait très bien, Emmanuel Macron, qu'en utilisant carabistouille, ça le fait descendre un tout petit peu son piédestal, le président des riches. Une parenthèise, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme. J'en connais peu. C'est vieillot. C'est carabistouille désuet, parce qu'il ne faut pas non plus être, vous savez ça mieux que moi peut-être Mathieu, complètement étranger à son style. Donc il faut trouver des choses qui font populaire dans son style. Et donc carabistouille, c'est un mot, je ne dis pas qu'il l'a écrit juste avant, mais si vous voulez, c'est dans son logiciel de président-candidat. Mais ça annonce aussi, et c'est pour ça que je l'ai choisi parmi les mots du jour, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça annonce l'une des stratégies d'Emmanuel Macron qui est de débusquer les balivernes ou les mensonges de... un mot élégant pour dire mensonge. Voilà. Bon. Et derrière, on peut imaginer qu'il y aura l'ensemble des troupes qui vont aller pour le coup, point à point, pour expliquer en quoi c'est un mensonge. Donc vous avez le mot élégant en haut et la colonne vertébrale derrière. C'est une nouveauté pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur le ping-pong. C'est nouveau en fait qu'un chef de l'État sortant ou on va dire le patron d'un grand parti de la droite traditionnelle, mais en fait répondre point à point à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, ce n'était pas le cas en 2017, c'était encore moins le cas en 2002. En 2002 et même en 2017, c'était barrage républicain, front républicain. De toute façon, on n'a pas à vous parler. Oui, parce il n'y avait même pas eu de débat d'entre-deux tours, souvenons-nous-en, en 2002. Exactement. Jacques Chirac l'avait refusé catégoriquement. Et en 2017, en vérité, lorsque vous écoutez, j'ai réécouté il y a une semaine le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils se répondent à peine. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en fait, déroule son projet et en face, Marine Le Pen essaye de trouver des angles pour l'attaquer et puis elle n'y arrive pas tellement. Mais il n'y a pas de dialogue. Là, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez noté assez justement, comme on l'a tous noté assez justement autour de cette table, ils se répondent. C'est-à-dire qu'elle dit septennat non renouvelable. Et lui, il dit ah bah oui, finalement peut-être, elle a raison, mais quand même Et ça, je pense que c'est un fait politique important qui marque la banalisation de cette extrême droite que pourtant on a essayé et on devrait toujours essayer de mettre en dehors du jeu. Banalisation qui se lie à travers, encore une fois, les intentions de vote dont elle bénéficie. C'est aussi ça qui change. C'est-à-dire qu'ils sont désormais au coude à coude. Donc on ne peut pas traiter par le mépris un adversaire qui se situe quasiment à son propre niveau. Alors c'est pas forcément du mépris. Moi je ne pense pas qu'il faille ni mépriser l'électorat, ni d'ailleurs mépriser Marine Le Pen tout court. Par contre, ne pas répondre en fait à ce qu'elle propose et attaquer non pas sur le septennat, parce que je vois pas tellement l'intérêt de dialoguer avec Marine Le Pen sur la question du septennat, mais sur tout ce qui est problématique raciste, xénophobe, islamophobe, homophobe et sexiste dans son programme. Là, je pense que là il y a l'Europe et puis Russie et puis OTAN et puis Ukraine. Enfin, il y en a des sujets de discussion et de divergence. Oui. L'un des événements de cette deuxième journée de campagne d'entre-deux tours, c'est le ralliement de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Steve Jourdain doit être juste là en coulisses derrière le rideau. Bonsoir Steve. Nicolas Sarkozy qui a donc brisé le silence ce mardi. Nicolas Sarkozy qui sort enfin du bois. On le sait, Valérie Pécresse a longtemps attendu son soutien. Sans surprise, c'est finalement Emmanuel Macron qui reçoit donc le soutien officiel de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a officialisé
son soutien dans un texte publié sur sa page Facebook ce mardi. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est donc plus qu'un simple barrage à Marine Le Pen, c'est un soutien, une forme d'adhésion à Emmanuel Macron. Reste à voir si des choses ont été négociées ou pas en coulisses entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. On parle notamment de la création d'une future majorité pour les élections législatives du mois de juin, Thomas. Et au Sénat, c'est précisément cette idée d'une éventuelle future coalition qui fait bondir certains des patrons de la droite. Oui, il y a beaucoup de réactions à cette annonce, à cette adhésion de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Tenez, prenez Gérard Larcher. Il a annoncé hier qu'il voterait à titre personnel pour Emmanuel Macron. Donc à première vue, il est sur la même ligne que Nicolas Sarkozy. Mais on va voir ce tweet qu'il a publié aujourd'hui en réaction au petit texte de l'ancien chef de l'État. L'opposition ne peut être réduite à une confrontation entre majorité présidentielle et parti extrême. Sous-entendu, non à la création d'une grande majorité avec les macronistes, non à la mort du parti LR, en quelque sorte. Et puis autre réaction, celle du patron du groupe LR, Bruno Retailleau. Sur Twitter également, Bruno Retailleau, lui, a annoncé qu'il voterait blanc, qu'il ne voterait donc pas pour Emmanuel Macron. Et il met aussi en garde, il dit que le choix de Nicolas Sarkozy est une position personnelle, que ce choix n'est pas la position de sa famille politique. Nous ne reconstruirons pas à la droite en nous diluant dans le macronisme. Voilà ce qu'écrit Bruno Retailleau ce mardi. Ce qu'on constate ici au Sénat, c'est la quasi-unanimité des sénateurs LR contre cette idée d'un partenariat à venir avec la Macronie. Écoutez. Nous devons faire échec à Marine Le Pen en mettant, même si c'est une décision difficile, un bulletin Macron dans l'urne. Mais ce vote ne peut en aucun cas, de mon point de vue, et là je me sépare de Nicolas Sarkozy, être un ralliement. Nous ne sommes pas, encore une fois, fongibles dans le macronisme. Je pense qu'il a été beaucoup trop loin dans son appel ce matin et que ça ne reflète pas la ligne de notre parti politique. Bon, c'est un peu compliqué, mais en résumé, le groupe LR au Sénat, c'est une consigne de vote unique, 2 lignes politiques quand on vote du second tour, Blanc ou Emmanuel Macron. Mais le groupe LR, c'est aussi une promesse, vous l'avez entendu, la promesse de ne pas entrer dans une éventuelle grande coalition avec les macronistes, en tout cas pour le moment, Thomas. Merci Steve pour cette analyse. Alexia Germont, le ralliement de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui, l'ancien chef de l'État, dans l'électorat de droite? Je crois que dans votre question, il y a 2 points en fait. Le premier point, vous parlez de ralliement. Il me semble que c'est un peu tôt en fait pour pouvoir vraiment parler de ralliement, parce qu'aujourd'hui, le tweet qui a été publié, c'est un soutien. On n'attendait pas autre chose de sa part qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est très fin. Oui, mais effectivement, il ne dit pas « je vote Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen », ça va au-delà. Non, il dit que c'est le seul aujourd'hui qui est en état, d'abord qu'il y a un projet européen, travail, etc. Donc il est déjà sur ce positionnement-là. Il n'avait même pas donné ça à Valérie Pécresse. Non, mais alors ça c'est le soutien attendu qui n'est pas venu pour sa propre famille. Là, on pourrait beaucoup commenter. Oui, mais donc c'est pour ça que je parle de ralliement, peut-être d'amorce de ralliement, voilà, parce qu'on a bien compris qu'on est dans un mouvement qui a commencé avant le premier tour. C'est un peu trop tôt, parce que dire qu'il est fongible dans le macronisme, je pense que c'est mal connaître à ce moment-là Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, est-ce que, d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pèse ? Ça, c'était l'autre aspect de ma question. Initiale, voilà. Combien de divisions, comme on pourrait dire également. Et puis surtout, on aura la réponse véritablement à cette question lors du 3e tour présidentiel, c'est-à-dire les législatives. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas fait d'avoir, même si c'est une volonté manifestement d'Emmanuel Macron, d'aller une sorte de maison commune encore plus étendue. Je ne suis pas certaine que ça soit d'ailleurs ce qu'attendent les Français, forcément. Travailler sur la question de la coalition avec des sensibilités différentes et arriver à additionner finalement, à compléter. Si on écoute ce qu'a dit le président de la République dimanche soir, il a parlé de compléter son projet. Compléter son projet, c'est pas faire un projet unique sous le même toit. C'est à ce moment-là quelque chose qui est
plus dans l'ouverture. Et pour l'instant, il me semble que nous n'avons pas encore la réponse réelle. Nicolas Sarkozy, il est un peu plus qu'un soutien à Emmanuel Macron. Il se murmure dans les couloirs du pouvoir qu'il est en train de discuter avec lui des arrangements pour les législatives. On vous laisse tant à LREM, LREM nous laisse tant de sièges. Enfin, vous voyez, ça va beaucoup plus loin, Nicolas Sarkozy. Oui, on définit des circonscriptions dans lesquelles il y aurait un candidat LREM sans candidat. Sans le dire, on s'abstient. On ne se présente pas pour que LR soit gagne ou LREM. Et Nicolas Sarkozy est en train, avec Emmanuel Macron, apparemment, de calculer tout ça. Oui. Mais il faut rajouter, et je me tais juste après, il faut rajouter quand même qu'il y aura François Bayrou au milieu, qui ne va pas se laisser faire. Édouard Philippe. Au milieu aussi, avec Horizon, qui est quand même très implanté. Oui, mais en termes de sièges, de nombre de sièges, les Républicains sont quand même beaucoup plus puissants que le MoDem, même s'ils sont encore là, ou que le groupe Agir, ou que Horizon. En tout cas, il y aura plus de gens aujourd'hui à replacer, mais c'est pas fait. Oui. Et on a bien vu qu'au Sénat, en tout cas, ça coince sur cet aspect-là. Je vous propose d'écouter la réaction d'Emmanuel Macron sur ce soutien, je ne vais pas redire ralliement, de Nicolas Sarkozy. Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. Et donc, je pense qu'il faut rassembler très largement. Et j'ai entendu que sur les sujets de travail, sur les sujets d'Europe, ils se retrouvaient. Pablo Pio-Vivien, je disais, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Parce que si l'objectif de Nicolas Sarkozy, c'est d'aller chercher plutôt les... Emmanuel Macron. Oui, le lapsus, il fallait qu'il soit là. Révélateur. Forcément, d'Emmanuel Macron, c'est d'aller chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr que le soutien de Nicolas Sarkozy soit la meilleure carte ou la carte maîtresse dans son jeu. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais de toutes les façons, là, ce dont on parle, c'est pas un revirement. On découvre pas aujourd'hui que Emmanuel Macron a fait une politique de droite et que il est en train d'aspirer une partie des cadres des LR, dont un cadre éminent comme Nicolas Sarkozy, effectivement. Mais moi, je pense effectivement que c'est juste une question de... En fait, Nicolas Sarkozy est en train d'acheter LREM. Il arrive et il dit, voilà, moi j'arrive avec, je sais pas, moi, 25, 50, 70 députés qui peuvent se faire réélire. Parce qu'il y a cette question. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 et ensuite, il a eu une majorité très, très confortable à l'Assemblée nationale, même plus que confortable. Là, il n'est pas du tout dit que s'il est réélu, il puisse avoir la même assise, en fait, à l'Assemblée nationale. Et donc, il va avoir besoin nécessairement de composer pour créer une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer ces réformes. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy entre en jeu, parce qu'il a quand même, vous aviez tout à l'heure, Alexia, vous posiez la question de savoir ce qu'il pesait. Il a quand même un sacré réseau, et notamment un réseau de parlementaires qui peuvent être très utiles pour la constitution de cette majorité présidentielle. Mathieu Souker, c'est quand même intéressant sur les stratégies, parce que là, il y a ce soutien qui est majeur et qui intervient tôt dans la campagne de second tour. À l'inverse, on a une Marine Le Pen qui apparaît seule et qui veut surtout pas donner le sentiment de négocier avec un Éric Zemmour ou avec d'autres les futurs postes de son éventuel gouvernement, ou même une alliance en vue des législatives. C'est vraiment une stratégie très différente. Avec d'autres, ça pourrait peut-être l'intéresser. Avec d'autres chez LR, ça aurait peut-être pu l'intéresser. Mais pour l'instant, ça n'apparaît pas. Avec Éric Zemmour, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Elle n'a aucun intérêt, ça la rediaboliserait d'une certaine façon. Absolument pas. Donc elle doit se tenir à saine distance d'Éric Zemmour si elle veut rassembler un peu au deuxième tour. Non, à la limite, je mets de côté les questions tactiques qui peuvent toujours intervenir dans les discussions qu'a Nicolas Sarkozy, nous, avec l'entourage du président de la République. Je mets ça de côté en réalité. Je reviens à la question de fond. Pendant très longtemps, la ligne, c'était la ligne chiracienne qui consistait effectivement à entretenir un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite. Et d'ailleurs, son dernier discours de président, pardon de vous interrompre, il ressort régulièrement dans les médias sociaux. Et aujourd'hui, on l'a vu de nouveau beaucoup circuler, où il rappelle cette digue infranchissable. Cette ligne-là avait fixé un cap pendant très longtemps. Et puis, ce cap avait été remis en cause par qui, en fait? Par Nicolas Sarkozy, qui avait introduit la notion du nini.
précisément. Et c'est Nicolas Sarkozy qui avait fixé ce cap pendant très longtemps. Alors, à un moment où l'extrême droite était sans doute moins menaçante qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais c'était ça la ligne. Et donc, c'est bien Nicolas Sarkozy qui, pour partie, là, dans un contexte très particulier, réenclenche une forme de front républicain. Et à un moment qui n'est pas anodin. Un, l'extrême droite est haute, mais deux, c'est le moment où, compte tenu de la droitisation de l'opinion et de l'extrême droitisation d'une partie de la droite, c'est le moment où la porosité est très grande entre, encore une fois, une partie des sympathisants LR et une partie des sympathisants du Rassemblement national. Donc c'est très important de le faire maintenant, en réalité. C'est quand même un message envoyé à la droite qui compte. Donc, bien sûr que Emmanuel Macron ne peut pas s'en contenter, puisque les réserves de voix vont être à gauche. Et donc, rapidement, c'est à la gauche qu'il va devoir s'adresser. Mais ça compte, en fait, ce que fait Nicolas Sarkozy dans le contexte. Les voix discordantes, elles ne sont pas si nombreuses que cela. En réalité, les éléments de langage des Républicains sont les mêmes que les éléments de langage mélenchonistes. C'est-à-dire, pas une voix pour Marine Le Pen. C'est pas rien. Oui, c'est vrai que c'est pas rien. Il était, Emmanuel Macron, à Mulhouse et Strasbourg. Aujourd'hui, sont deux villes où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dimanche avec autour environ 36% des voix. Il a d'ailleurs été interpellé pratiquement partout, et c'est sans doute ce qu'il cherchait aussi, sur les questions sociales, Pablo Pio-Vivien. Cet électorat de Jean-Luc Mélenchon, on le voit quand on fait des projections, alors c'est en fonction des instituts, entre 30 et 40% vers Emmanuel Macron, entre 20 et 30% vers Marine Le Pen, et sans doute entre 40 et 50%, ça dépend des instituts encore une fois, l'abstention. Comment vous analysez, vous, ce report de voix et peut-être ce cas de conscience qui se pose? Moi déjà, j'aimerais dire que j'ai jamais rencontré, et je traîne beaucoup avec des insoumis, j'ai beaucoup d'insoumis autour de moi, j'en ai jamais rencontré un seul qui ira voter Marine Le Pen au second tour. Alors je pense, donc ils sont pas forcément dans le noyau dur en fait des insoumis, c'est peut-être des électeurs, je ne nie pas leur existence, mais je ne les connais pas. En revanche, la majorité des gens que je rencontre chez les insoumis, évidemment, effectivement, ils iront plutôt s'abstenir. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, moi, j'irai voter Emmanuel Macron sans réfléchir, en bouchant le nez, tout ce que vous voulez, mais j'irai voter Emmanuel Macron. Le problème, en fait, lorsque j'essaye en fait d'argumenter et de leur dire bah non, il faudrait aller voter Emmanuel Macron, c'est que ce sont des gens qui suivent la politique, qui ont suivi ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, qui sont engagés sur des causes, qui sont engagés sur la question des libertés publiques, qui sont engagés sur la question de l'immigration, de la lutte contre le racisme, etc. Et là, c'est vrai que le constat, il est assez affligeant en fait du point de vue du pouvoir, c'est-à-dire que lorsque je parle aux gens à la CIMAD ou à la Croix-Rouge, qui sont militants à la Croix-Rouge et qui me disent bah oui mais bon ça fait 5 ans, la police elle lacère les tentes, ils volent les chaussures des migrants pour pas qu'ils reviennent, ils coupent l'eau dans les camps de migrants, comment vous voulez que ces gens-là aillent voter pour Emmanuel Macron? C'est très difficile. Et c'est parce que c'est pas du tout ce public-là qui va aller voter ni pour l'un ni pour l'autre, par exemple. Pour Marine Le Pen, certainement vous ne les fréquentez pas, mais c'est vraiment les classes populaires qui vont passer de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. C'était justement ce qu'on avait vu, cette jonction d'épaules chez les Gilets jaunes. Oui. Chez les Gilets jaunes, ils ont une cause commune. Mathieu, un mot, et ensuite on parle d'écologie en conclusion. Je sais que vous vouliez intervenir là-dessus. C'est un des pièges en fait dans lesquels s'est mis pour partie Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la campagne s'est jouée à droite, et même très à droite, parce que Emmanuel Macron lui-même a mis le curseur à droite, parce qu'encore une fois, Éric Zemmour a existé et que l'extrême droite a été haute comme jamais, et parce que la primaire des LR elle-même s'est jouée sur une ligne de droite. Donc c'est probablement une des campagnes présidentielles qui s'est le plus jouée à droite. Et en dépit de ça, le candidat de la gauche est à un cheveu, en fait, de la qualification. Parce que la gauche s'est unifiée, parce qu'en réalité, chez les électeurs, il n'y a pas. Oui, mais chez les électeurs, il n'y a donc pas de gauche irréconciliable. Oui. Et donc, du coup, le candidat de la gauche, le mieux placé, est passé à un cheveu de la qualification. Et donc, le deuxième tour, alors que toute la campagne depuis des mois se joue à droite et même très à droite, le deuxième tour se joue à gauche. Et donc c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron que de réussir à remuscler désormais sa jambe gauche qui est singulièrement atrophiée. 420 000 voix, un tout petit peu plus d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Je rappelle cet écart, comme vous dites, un cheveu. Et pourtant, il est plus beau joueur qu'il y a 5 ans où l'écart était plus marqué. L'écologie, pour terminer, il nous reste, allez, on va prendre 2-3 minutes, parce que ça peut être un enjeu, en tout cas dans la stratégie d'Emmanuel Macron, de cet entre-deux tours. Il a un bilan contrasté. À la fois, il a fait voter des lois, la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, ou la loi climat et résilience. Et puis en même temps, l'État français s'est fait condamner pour inaction climatique pendant son quinquennat. Donc le bilan, il est contrasté. Est-ce qu'il y a un électorat écologiste à aller chercher, qui a beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon?
qui a beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon, et je ne suis pas certaine que dans tous les électeurs qui sont allés vers Yannick Jadot, il y a aussi cette séparation avec Sandrine Rousseau. Donc on voit bien que, alors que la campagne va se gagner sur la gauche, je crois que Emmanuel Macron aurait intérêt à mettre en avant des sujets sur lesquels il peut y avoir justement des additions positives, des compléments sur son programme. Et notamment, il y a 2 points, il y a la jeunesse et il y a l'écologie. Et je remarque, ça n'a pas beaucoup été souligné, il me semble, dimanche soir, mais que dans son discours, il a évoqué la question de la planification écologique. Et ça, c'est un référentiel qui est mélenchoniste, accepté et assumé. Donc c'est une main tendue, et je crois que ce sera jeudi de mémoire qu'il y aura un déplacement sur l'écologie, et ce sera extrêmement intéressant de voir de quelle façon il va ouvrir, mais en faisant à ce moment-là peut-être des propositions complémentaires qui soient une main tendue. Ça va être difficile. Hein. Ça va peut-être être difficile. Si vous voulez être le champion du climat, il a juste interdit les touillettes en plastique en 5 ans. C'est caricatural. Ça va être difficile, mais encore faut-il aller sur des sujets sur lesquels il y a des choses à construire pour le bien commun et qui sont pas forcément, parce que sur les retraites, que ça soit 65 ou 64, je ne suis pas persuadée que ça fera venir des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pablo, il ne faut pas sous-estimer quand même l'impact des lois dont j'ai parlé sur le milieu économique, sur les entreprises qui sont obligées petit à petit, sur certaines rapidement, de changer de modèle. Sur le climat est moins fort. Oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mathieu Souquier. En réalité, alors c'est vrai que le plan de relance et de transition, en réalité, il fait la part belle à des financements de politique énergétique, environnementale, etc. Donc, en fait, il y a des choses. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que ce qu'on retient quand même, c'est le modèle Amish et le raté de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est ça qui reste en réalité. Donc on ne perçoit pas Emmanuel Macron comme un ami de l'écologie. Et c'est d'autant plus important, mais il a une vraie carte à jouer parce que précisément son électorat à lui, même son électorat à lui, ne se désintéresse pas de l'écologie. Contrairement à l'électorat de Marine Le Pen et à l'électorat d'Éric Zemmour, qui se contre-moquent de l'écologie. Oui, mais donc là, cet échec est d'autant plus souligné qu'il est en miroir avec ses engagements. Rappelez-vous ce qu'il avait dit quand Donald Trump est sorti de l'accord de Paris. Et ce tweet avait été « Make our planet great again », avait été repris, lui avait vraiment servi d'étendard. Et puis après, il y a les 2 échecs que vous citez, et donc là, c'est fatal. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat.